BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. Aujourd'hui, le thème est simple, émission fondamentale. On parle de Bitcoin, la reine des cryptos. Et il y a plein de choses à dire. De sa naissance à aujourd'hui, par quelles étapes est-il passé, l'évolution de ses cas d'usage, mais surtout, demain, qui et comment on l'utilisera, quelle place aura-t-il dans le monde? Pour en parler aujourd'hui, j'accueille Lilian Aliaga. Bonjour Lilian. Bonjour Amaury. Journaliste chez Cryptost, et Louis-Alexandre de Froissart. Bonjour Louis-Alexandre, associé fondateur de Montaigne Conseil et Patrimoine. Bon messieurs, je propose qu'on va faire un peu les choses dans l'ordre, on va reprendre un peu la chronologie de Bitcoin. Mais pour commencer, Louis-Alexandre, pour vous, Bitcoin est un adolescent. 15 ans à l'heure où on se parle. Oui, 15 ans, un adolescent terrible. Alors bon, en ce moment, il est un peu calme. Mais il pourrait se réveiller. Vous savez, les crises d'adolescence, c'est pas toujours linéaire. Je sais de quoi je parle. En fait, moi, j'ai identifié déjà plusieurs périodes et plusieurs âges, alors notamment par rapport aux gens qui l'ont adopté. Je vais fonctionner sur des périodes entre création et halving, c'est volontaire, c'est un biais. On va parler de 2008-2012, là ce sont les pionniers qui ont fait Bitcoin, les premiers qui ont miné, c'est les premiers qui sont arrivés bien avant tout le monde. Ensuite, 2012-2016, on a tout ce qui est ce que j'appellerais les geeks ou les back-end. Vous savez, ceux qui font les programmes quelquefois au fond de leur chambre et qui sentent pas toujours bon, et les geeks qui sont toujours à l'affût des nouveautés. Et donc c'est eux qui ont fait la deuxième étape et qui ont permis à Bitcoin de continuer à se construire. Et puis on a la période d'après, on est sur 2016-2020, et là, moi je vois arriver les fortunés, les fortunes mondiales qui commencent à s'intéresser à Bitcoin, ce qu'on appelle en anglais les high net worth, qui arrivent souvent un peu tard dans le cycle, et qui repartent quelquefois un peu tôt dans le cycle. On en a vu pas mal qui se sont pris les pieds dans le... Alors Louis-Alexandre, quand on dit les fortunes, de qui on parle? Et c'est intéressant, vous dites arriver tard dans le cycle, c'est-à-dire qu'en général ils arrivent attirés par un top de marché finalement? Ouais, un peu avant le top de marché. En fait, ils commencent à arriver quand on commence à en parler vraiment. Quand on commence à en parler vraiment, c'est post-halving. Et ils arrivent souvent un peu à la ramasse. Sont des grandes fortunes essentiellement américaines et en Asie, Asie du Sud-Est. Et puis, pas toujours eu des bons comportements. Mais en tout cas, ils ont eu le mérite d'arriver. Et vous savez, même dans tout développement d'innovation, on a besoin des idiots utiles. On l'a tous été pour un truc ou un autre. Eux, ils ont été un peu les idiots utiles de ce cycle-là. Et alors, idiot utile, ça veut dire que, bon, après, ça dépend, ils n'ont pas forcément tous le même comportement, mais ça veut dire qu'ils rentrent en top de cycle et finalement, ils n'ont pas hold, comme on dit, ils n'ont pas tenu leur position, ils ont revendu assez vite, c'est ça? Oui, finalement, on les voit en début 2022 se désengager sur les premières mauvaises nouvelles. Certains ont attendu encore et d'autres ont terminé par se faire rincer avec FTX parce que ils n'ont pas forcément eu les bons réflexes. C'est pas eux qui sont allés comme les back-end. Eux, les back-end, ils ont vite compris la self-custody. Les high net worth n'ont pas forcément compris ça et ils se sont fait rincer par ça. Mais ce qui m'intéresse d'ailleurs, c'est le cycle qui suit, le cycle dans lequel on est en ce moment, on va dire qu'il se termine avec le halving. C'est ce cycle-là qui fait 2020-2024. On attendait tous l'institutionnalisation et les institutionnels sont arrivés. On ne peut pas dire que les ETF ne soient pas des institutionnels. Donc, vous voyez, on a eu des phases comme ça et cette phase, ça a permis de constituer Bitcoin, ça a fait toujours des relais. La question qu'on peut se poser aujourd'hui à Maurice, c'est quel est le prochain relais de croissance, celui qui va faire le cycle 2024-2028. Alors bien sûr, on n'est pas encore dans le bull, enfin notre analyse c'est qu'on n'est pas rentré encore dans le bull run, mais si on parle de cycle de 4 ans, qu'est-ce qui pourrait porter le prochain cycle? Notre analyse, et ce qu'on voit dans les blocs, c'est plutôt Bitcoin, unité de compte des échanges internationaux. Bitcoin qui est utilisé pour les échanges internationaux, pour des paiements internationaux. Il y a une première raison à cela, c'est qu'on voit quand même que quand on possède du dollar, on peut se le faire piquer, y compris par l'État américain. Deuxièmement, il y a un mouvement de dédollarisation de l'économie. Il faut savoir quand même qu'il y a eu énormément de ventes au premier trimestre d'obligations américaines par la Chine. Et on voit dans des blocs des transactions importantes. Moi, j'ai vu dans des blocs des transactions d'1 milliard. 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars, on a regardé un peu, ce n'était pas des fonds. C'était pas des plateformes, donc on pense que ce sont des échanges, des paiements qui se font, des échanges de valeurs. Et donc pour nous, le prochain cycle va être porté par ce flux Bitcoin pour les paiements internationaux. Louis-Alexandre, demain, c'est les gestionnaires d'actifs qui détiendront la plupart des Bitcoins en circulation? Je prendrai pas, enfin c'est la logique. Le propos est logique aujourd'hui. Effectivement, nous on a un biais détenez vos propres actifs. Et la logique veut que, oui, si pour le grand public,
La facilité sera là. Les institutionnels, quand on discute avec eux, on se rend compte qu'aussi, ils n'ont pas forcément envie de prendre la responsabilité des clés. Donc ils cherchent des systèmes de vault, des systèmes différents pour conserver leurs actifs. Pour moi, toute la problématique de la centralisation de la détention, c'est un problème de, comment dire, de vie privée et de censurabilité. On met le niveau de censurabilité avant, parfois, la propre détention pour soi. Donc, ça va être en fonction du détenteur. Il va mettre le curseur là où il veut. Il y a des gens, des particuliers, pour détenir 10 ou 15 000 euros de Bitcoin, je pense qu'ils ne feront pas l'effort d'eux. Il y a des entreprises dans lesquelles les gens ne vont pas assumer la responsabilité d'avoir une partie des clés. Pour ces cas d'usage, on a tout un tas de solutions et effectivement, les solutions collectives sont bien. Ceci étant, l'enjeu, et nous en tout cas c'est ce qu'on a décidé de faire, c'est de rendre résilient et redondant des méthodes de possession en direct de ces clés privées. Ça, c'est notre défi, le défi à relever. Rendre les choses intelligibles, avec une certaine redondance, pour que ça soit résilient et que les gens ne perdent jamais, de leur vivant ou après leur mort, l'accès à leur Bitcoin. Louis-Alexandre, vos clients, ils viennent à quel moment de cycle en général ? Quand il y a un pic de cycle, quand on en parle pas mal au niveau du prix, et surtout pourquoi ils viennent ? Principalement pour la réserve de valeur ? Soyons honnêtes, c'est toujours pareil, il y a un actif qui surperforme les autres, c'est quelque chose qui attire. Et si on dit aux clients, on est capable de gérer cette partie-là, ils vont venir pour. Mais effectivement, les clients de meilleure qualité sont ceux qui arrivent dans des entre-deux cycles et pas forcément au plus haut d'un marché. Ceux qui arrivent au plus haut d'un marché, la première des choses que l'on doit faire, et je me souviens très très bien d'un cas de figure, quelqu'un en janvier 2022 qui m'a dit « Louis, je te mets 2 millions sur la table, ça m'intéresse ». J'ai dit non, je ne les prendrai pas parce que ce n'est pas le moment. Par contre, on va mettre en place une stratégie d'achat régulier et ça va se passer différemment. Alors, la stratégie d'achat s'est positionnée 5-6 mois plus tard, opportunément. Et c'est sûr que quand on a fait le point début 2024, ça s'était extrêmement bien passé pour ce portefeuille. Donc oui, on vient pour le prix, mais souvent on reste pour autre chose. Bon, et on voit effectivement voilà, que une des choses qui motive les gens pour posséder du Bitcoin, c'est le prix, c'est le côté réserve de l'or, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout un tas de cas d'usage qui arrivent et qui évoluent sur le Bitcoin, notamment les covenants, c'est comme ça qu'on dit, oui. Alexandre. En français. Comment, voilà. Pour l'instant, on n'a pas traduit. Qu'est-ce que c'est exactement ? Expliquez-nous. En fait, c'est contre-intuitif de dire qu'avec des covenants, on va rajouter des contraintes. Voilà. Mais l'idée, c'est que Ethereum s'est construit sur ce que Bitcoin ne faisait pas, sur les contrats automatisés appelés à tort smart contracts. Ils n'ont rien d'intelligent, ce sont des contrats automatisés. Les covenants permettraient de faire la même chose, pas tout à fait la même chose, des choses plus sécurisées sur Bitcoin. On sait que Bitcoin, c'est un programme qui est assez basique, qui ne peut pas exécuter beaucoup d'ordres. On a commencé à faire de la multisignature et Eliana, dont je parle souvent, était un de ceux qui m'a permis de faire de la multisignature sur Bitcoin. Aujourd'hui, avec les covenants, on pourrait mettre en place des stratégies de programmabilité. Je m'explique. Je décide sur mon wallet, aujourd'hui, où j'ai peut-être 100 Bitcoins, que tous les mois, je vais avoir 0,25 Bitcoin qui va aller à une adresse précise, pas plus, pas moins. Tant que cette adresse existe, ça se fait. Le jour où elle n'existe plus, ça ne se fait plus. Et ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir inscrire dans le code de Bitcoin parce que je vais pouvoir mettre des choses qui vont parler de temps, qui vont parler de destinataire, qui vont parler de fréquence et de choses comme ça. Donc il y a 13 ou 15 projets aujourd'hui différents de Covenant sur lesquels la communauté doit se prononcer et qui vont permettre d'amener de la programmabilité, de l'automatisation. Et ça, on en attend beaucoup parce que c'est la sécurité de Bitcoin avec la programmabilité d'Ethereum. Et là, pour moi, on a un élément d'adoption encore plus important. Le Bitcoin est une blockchain publique. Si on veut renforcer un petit peu la confidentialité du Bitcoin, Louis-Alexandre, on a des silent payments qui se développent pour pouvoir échanger de la valeur, mais de manière, comment on peut dire, plus discrète, je ne sais pas quel terme employer. Je vais venir sur les silent payments juste avant pour rebondir sur ce que disait Lilian. Il y a un sujet, pour comprendre Bitcoin, il faut imaginer 21 millions d'hectares. 21 millions de Bitcoin, 21 millions d'hectares. Quand j'ai un Bitcoin, je ne peux pas prendre mon hectare sous le bras. Par contre, j'ai la clé des champs.
j'ai la clé de mon champ d'1 hectare. Et quand j'achète des fractions de Bitcoin, en fait, si imaginons que c'est 21 millions d'hectares, ça soit la Nouvelle-Aquitaine, en fait, j'achète des fractions à Mauléon-Lichard, à Bayonne, à Poitiers, à Limoges, à Bordeaux. Et donc, mon portefeuille, il est constitué de petites parcelles. Et tout ça, c'est les UTXO que je peux avoir. Et donc, il y a tout un tas de stratégies, vous voyez, pour aller essayer d'avoir le même champ au même endroit avec la même clé des champs. Mais ça, c'est des choses dont on pourra... On appelle consolider ces UTXO, mais encore plein de personnes, pour être tout à fait honnête, ne comprennent pas vraiment ça, mais c'est très intéressant de... On peut dire que c'est un peu, finalement, avoir un portefeuille comme ça, c'est avoir tout un trousseau de clés avec différentes clés de différentes parcelles du champ, entre guillemets. Si vous voulez vous balader entre vos champs, il vaut mieux qu'ils soient réunis au même endroit. C'est un peu embêtant de les avoir éparpillés dans tout le département. Donc l'idée, c'est de les consolider au même endroit pour pouvoir un jour faire des plus grosses transactions. Et c'est une bonne très agricole métaphore. Cette émission. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais on sait que Bitcoin est vraiment basé sur du fondamental. Et alors donc les silent payments. Voilà, si on veut s'échanger les clés des champs discrètement ou du moins de manière non publique. Ça fait un peu plus débat le silent payment parce que ça fait intervenir un wallet spécifique et donc on commence à faire intégrer un wallet spécifique pour faire ça. En fait, ça vient essayer de répondre à aujourd'hui tout un tas d'institutions qui voudraient mettre leur nez là où nous on veut pas. C'est l'affaire Samouraï, c'est tout un tas de choses. Nous, on aime bien Bitcoin pour une vie privée. C'est pas parce que je sais pas parce que je fais des choses malhonnêtes que j'ai envie de vie privée. C'est que simplement, j'ai pas envie de partager ma vie avec l'ensemble des personnes et notamment des gens dont j'avais pas forcément envie qu'ils viennent regarder ce que je fais. Et donc le silent payment, ça permet d'aller dire, tiens, j'envoie un élément un peu fermé à quelqu'un, et c'est lui qui va décider dans ce que j'envoie, c'est lui qui va décider, qui va, un peu changer la forme du message que je lui envoie pour faire en sorte que le paiement ait lieu dedans. Ce qui fait que mon paiement, lui, il n'est pas visible. On ne sait pas exactement combien on s'est échangé sur la blockchain. C'est quelque chose bien sûr, qui est aujourd'hui à l'état de réflexion. Je trouve que la proposition actuelle qui fait intervenir un wallet extérieur n'est pas forcément la même, mais on sait que ce qu'il faut retenir de leçon de tout ça, c'est que Bitcoin, c'est le produit de la réflexion d'une communauté. Et quand je dis que c'est un adolescent, c'est là qu'on le retrouve. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des gens qui ont des idées. Ces idées sont proposées à la communauté. La plupart sont traitées, ne passent pas, mais celles qui ont un intérêt pour la communauté sont résolues. Donc on n'est pas encore à l'âge adulte et on n'est pas au bout de nos surprises par rapport à des choses qu'on va pouvoir proposer dans les mois et les années qui viennent avant d'arriver à l'âge adulte. Mais si le Bitcoin avait la même capitalisation que l'or aujourd'hui, ça l'emmènerait à environ 400 000 $, le Bitcoin. Louis-Alexandre, même question pour finir. Le Bitcoin, monnaie internationale d'échange demain, est-ce que c'est possible pour vous ? Alors, oui et non. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est un petit peu la somme des incompréhensions, en fait. C'est ce que les gens ne comprennent pas de l'informatique, de la monnaie et de l'énergie. Et c'est pour ça qu'on a souvent des débats, enflammés ou pas, en fonction que les gens soient curieux ou fermés, sur ce sujet-là. Une fois qu'on a enlevé cette partie-là, pour moi, il y a des sujets de dédollarisation, il y a des sujets de recherche d'étalons mondiaux de valeur et des sujets d'absence de praticité de l'or. Il faut savoir qu'il y a à peu près plus de 150 fois d'échange d'or papier que d'or physique dans le monde tous les jours. Donc, ce qui veut dire qu'on peut faire beaucoup de transactions sur un même actif. Mais plus que cela, ce qui nous amène aujourd'hui à penser ça, c'est que notre monde se numérise de plus en plus. Et Bitcoin, c'est l'or de ce nouveau continent numérique. Et dans ce continent numérique, il y a de plus en plus de transactions. Moi, j'ai besoin de transactions pas chères, qui vont vite, qui soient sécurisées, traçables et ainsi de suite. Pour moi, Bitcoin, qui est autonome, Andreas Antonopoulos a parlé de la neutralité de Bitcoin en 2013. C'est typiquement l'usage de la neutralité de Bitcoin qui doit être mise en avant comme un des éléments d'unité de compte ou en tout cas une unité d'échange de valeur entre les pays. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Louis-Alexandre de Froissart, associé fondateur de Montaigne Conseil et Patrimoine. Lilian Aliaga, journaliste chez Cryptos. C'était passionnant. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club. Restez avec nous, Wall Street ouvre dans 2 minutes, c'est BFM Bourse avec Vincent Touraine et son équipe qui est en train de se mettre en place. À tout de suite.